Je vais surtout essayer de faire pas trop long parce que je sais que comme ça en visio, 3 quarts d'heure de blabla en solo, ça pourrait être un peu long, mais je vais essayer mon parcours brièvement. Effectivement, tu l'as rappelé, Christophe. Moi, j'ai eu une prise de conscience, on va dire, qui devenait vraiment problématique par rapport à mon métier autour de 2019, lorsque je chantais à la Fenice et que voilà, qui est dans un rôle qui parlait de la nature, qui était Werther, un opéra de Jules Massenet, outre évidemment le roman de Goethe. Et donc là, j'ai eu ce déclic, et puis il y a eu le Covid, et donc il y a eu cette nécessité de mettre un peu cette réflexion, qu'est-ce que ça voulait dire la culture, et en particulier le domaine que je connaissais, l'opéra, par rapport aux enjeux de décarbonation. Et donc voilà, ce qui a fait l'objet d'un court essai manifeste, avec une trentaine de propositions pour essayer d'impulser une réflexion dans ma filière. Alors à l'époque, on n'était pas beaucoup à parler de ça, hein. Même le biopéra est paru avant le décarboner la culture, 2, 3 mois avant. Enfin, on était vraiment dans les pionniers à se poser ce type de questions. Alors moi, c'était très focus opéra, hein. C'était pas du tout là, avec l'ambition du Chiffre Project d'être aussi général, et d'aborder tous les enjeux de la culture. Mais voilà, c'était très focus opéra. Je dirais que les retours que j'en ai eus, moi, c'était vraiment pour essayer d'impulser une dynamique de changement. C'était mitigé. Il y a eu des théâtres qui ont joué le jeu, qui étaient intéressés. Enfin, beaucoup qui étaient intéressés au début. Et puis, forcément, quand on se rend compte que les petits pas, ça suffit pas, et que c'est pas trop la politique à ce moment-là qui primait, forcément, ça gênait un peu. Alors, on piochait ce qui pouvait servir un peu dans le biopéra, mais il n'y avait pas vraiment une volonté de travailler dans les bons ordres de grandeur, qu'on a l'habitude de le rappeler en bon shifter, ou en bon pro Jean Covici, on va dire. Et voilà, bon, moi, ça me posait beaucoup de problèmes d'avoir ce discours, parfois même d'avoir du greenwashing, des choses comme ça. Alors, ça m'a quand même permis de beaucoup intervenir dans des conférences, enfin, dans beaucoup d'endroits, parce que voilà, j'ai essayé d'identifier, d'avoir de la ressource, quels étaient les bilans carbone des opéras. À l'époque, il n'y avait rien, et ceux qui avaient fait des choses ne voulaient pas les communiquer, donc c'était vraiment très compliqué. Tout ça en parallèle de la création des shifters culture, en échangeant avec les auteurs de décarboner la culture, évidemment, d'échanger des ressources. David, hier, Anaïs, Samuel Valenzi, Anaïs Rush, voilà, c'était Fanny aussi. Enfin bon, voilà, tout ce petit microcosme un peu naissant. Et moi, dans le milieu de l'opéra, voilà, qui était assez vite identifié un peu monsieur transition dans l'opéra, voilà, avec je peux pas dire vis-à-vis de certaines maisons, davantage à l'étranger finalement, où j'ai eu un peu plus de retours, mais de manière en France, c'était pas si simple. En tout cas, je pensais que ça allait l'être davantage. Et voilà, bon, ça m'a quand même permis de rencontrer plein de monde, de moi-même essayer de repenser mon métier, d'essayer d'être décarboné, de faire une saison vraiment décarbonée, de réduire drastiquement de 80% mon empreinte carbone en tant qu'artiste à l'international, avec les impacts sur mes revenus, qui étaient, quand j'ai réduit de 80%, qui étaient de l'ordre de 20% à l'époque. Puis après, j'ai essayé d'être 100% décarboné. Alors là, ça a eu un impact de près de 50%, une perte de la moitié de mes revenus. Donc c'était vraiment très compliqué. Donc je suis remonté à peu près au début 75%, 70%, mais en fait, aujourd'hui, avec la raréfaction un peu des levées de rideau qu'il y a eu, et puis les coupes budgétaires aussi, et enfin, plein de moins de travail, etc. Ça, ça oblige les artistes même en voulant être décarboné, j'arrive pas à être à moins 80% d'empreinte carbone, par exemple. Il n'a pas été simple de discuter aussi avec certains théâtres qui comprenaient pas que parfois
je, je trouvais un peu inutile d'aller auditionner pour 2 minutes alors que j'avais l'air déjà x2, x3 sur YouTube disponible, de traverser toute l'Europe pour ça ou pour aller essayer des perruques. Voilà, c'est ce genre de réalité auquel j'ai été confronté. Donc j'essayais de tout faire en train et c'était pas simple. Et puis aussi des tentatives de projets. On parlait tout à l'heure, tu évoquais Ariel. On avait essayé d'écrire une sorte de récital un peu 2.0 amélioré. Parce que à l'époque des théâtres, on avait fait la demande et puis finalement, bon, on savait pas trop, c'était un petit peu trop engagé pour eux. Enfin voilà, il y a eu quand même un peu de déception, hein, on va pas se mentir, hein, dans mon milieu, en tout cas que je connaissais. Voilà. Après, il y a eu des théâtres partenaires qui ont joué le jeu, notamment en Angleterre, à Opéra North, qui est dans la ville de Leeds, qui est une ville très engagée et qui veut déjà atteindre les objectifs de l'accord de Paris dès 2030. Donc, ça donne, il y a du boulot. Mais de fait, l'opéra était aussi très engagé, m'a fait confiance. Et donc, tout ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens en conférence, et notamment un producteur, Label Télé, qui m'a dit nous, votre essai, ça nous plaît bien. Est-ce que vous pourriez imaginer un programme pour la télé? Et de là est né ce projet de la Bohème 2050. Alors, ça c'est au début, le concept, il était en grosso modo, il y avait 6 points. Le concept que j'ai imaginé pour la télé, c'était une transposition d'un opéra face aux enjeux contemporain et futur, donc avec un nouveau récit. Alors en l'occurrence, assez vite, pour moi, c'était très clair que la Bohème, normalement, on meurt de froid, donc là, on allait mourir de chaud en 2050. Et puis après, dans le processus de travail, de réflexion, le producteur, on a enrichi la réflexion avec des scénaristes qui ont ajouté l'idée, qui ont écrit les dialogues. Il y a des narrateurs qui font des dialogues, j'y reviendrai plus tard. Qui ont ajouté l'idée que Mimi était une IA, qui était une idée, moi, à laquelle, avec le réalisateur avec lequel j'ai travaillé aussi sur ce projet, on n'était pas très chaud parce que je me disais, à organiser, ça va être un casse-tête. Et puis finalement, voilà, dans l'adaptation musicale, on a réussi un petit peu à s'en sortir. Donc, et finalement, c'est plutôt sympa. Donc voilà, une transposition pour apporter un nouveau récit. Évidemment, moi, je voulais faire un projet éco-conçu qui soit déjà aligné avec l'accord de Paris, donc moins 80% par rapport à un opéra, on va dire, fabriqué de manière classique, même si c'est un film, mais ça reste quand même la base d'un opéra. Et puis par rapport au cinéma, mais je trouve que le cinéma est beaucoup plus avancé que par rapport à la filière lyrique sur ces questions-là. En tout cas, a vraiment accéléré ces dernières années avec le CNC. Et puis, voilà, il y avait tout l'aspect performance lyrique en direct, des décors, du coup, des décors réels pour associer patrimoine avec la dimension futuriste. Alors là, en l'occurrence, on est au château de Versailles. Et puis, le côté nouveau format aussi, qui pouvait se voir comme un film, en format unitaire, ou alors en format série Netflix un peu plus moderne pour les gens voilà, qui souhaitent un peu découvrir ça par hasard sous une forme de série. Et puis une adaptation plus dynamique de l'œuvre, c'est-à-dire pas l'opéra complet, mais voilà, un resserrement de l'action sur les interprètes, avec cette idée que voilà, d'être plus accessible, plus grand public, et que les gens qui découvrent ce programme se disent ah tiens, je vais aller voir la Bohème, et puis finalement, découvrant la Bohème dans un théâtre, ils entendent 3/4 d'heure de musique supplémentaire, et ils se disent ah mais tiens, mais c'est génial, il y a cette scène en plus, outre le fait que le récit est un peu différent. Voilà, donc c'était une sorte de grand shaker avec tout ça, et un esprit un peu Don't Look Up pour ceux qui connaissent le film, ou Black Mirror, et puis d'opéra, et dans un budget quand même assez contraint. Et puis on a secoué tout ça, et donc ça a donné ce projet de film. Et ce projet de film, alors sur l'aspect nouveau récit, je vous en ai parlé, voilà, il y a 2 narrateurs qui introduisent un peu les épisodes pour le format épisode. Je vais vous proposer une petite bande-annonce avec quelques images. On va peut-être pas faire toute la bande-annonce, qui est un peu longue, qui fait 3 minutes, mais au moins les premières images. Et puis, je vais vous faire... ouais, voilà. Avant de lancer ces premières images, je vais juste faire une petite remarque. Vous allez voir,
En termes de scénographie aussi, beaucoup de partenariats avec des artistes, on va dire, engagés, par exemple, avec Gaëtan Nock, qui est un dessinateur qui a écrit une bande dessinée qui s'appelle Octopolis, qui se passe dans les fonds marins, voilà, avec vraiment un recul, une conscience écologique. Mais dans les décors, par exemple, il y avait la BD de Jean-Marc Jancovici qui se baladait, des statues d'artistes, des livres, voilà, sur décarboner la culture. Enfin voilà, il y a quand même plein de clins d'œil. Alors on les voit pas vraiment, moi je sais où ils sont planqués, mais voilà, c'est des clins d'œil comme ça où même dans la scénographie, enfin, ça a été l'art du recyclage évidemment avec les ressourceries, tout ça. Mais j'en parlerai plus dans le détail, mais je dis juste ce petit clin d'œil par rapport à Gaëtan Nock parce que c'est vrai qu'on voit l'image du plongeur tout de suite. Pour se rappeler un peu en 2050, voilà, il fait plus froid mais il fait très chaud. Et donc, il y a ce plongeur pour le souvenir de l'eau, parce que l'eau s'est raréfiée. Et donc voilà, c'est un clin d'œil à la BD Octopolis pour ceux qui la reconnaîtront. Donc je vous le dis parce qu'elle apparaît dans les premières images. Donc je vous propose de regarder un petit peu ces premières images. On peut se dire, je sais pas moi, peut-être 2 minutes, et puis on revient sur le direct. Ouais, après, le film dure 3 minutes 58, donc on peut le faire en entier, hein. Moi, je trouve ça sympa, hein. Non, tu Bon, trouves pas eh ça, ben, c'est allez, déjà c'est trop long? parti alors. Et puis il y a 4 gars qui ont décidé de squatter le château. Questo mar rosso mi ammollisce e scioglie. Froda! Bibite! Bordeaux! Froda! Bordeaux! Le dovizia d'una fiera il destin ci vesti la bocca di pancia per noi si sbilancia. Una donna aspetti un po' di vino. Grazie. A lei così. Che bella bambina.
Viva Mimi! Vous avez découvert voilà, ces premières images. Bon, normalement, bon, on va commencer un peu à partager. Normalement, on n'a pas trop le droit parce que France Télé a la primauté de la diffusion et le diffusera le jour de la journée de la Terre d'ailleurs. Fera une première diffusion le 22 avril. Il y aura Culture Box et France 5. Et puis France 5, on n'a pas la date encore, ça sera en prime time, mais on n'a pas la date. Alors moi j'ai poussé au maximum pour avoir France 3, pour avoir un maximum de visibilité, parce que c'est un nouveau récit, parce que c'est pas tout le temps. Mais bon, voilà, les lignes éditoriales sont difficiles à faire bouger. Pourtant, on a quand même été valorisé par le CNC, qui parmi la centaine de films, de milliers d'heures de programmes qu'il finance chaque année, a retenu La Bohème lors des vœux du CNC qui incarnait un peu le mariage de tous les arts et ses nouveaux récits et l'ambition du CNC de toujours œuvrer vers une décarbonation de la culture. Donc pour nous, pour le projet, c'était vraiment un grand coup de projecteur. Et puis ça voulait dire aussi que voilà, qu'il y avait qu'on avait fait du bon boulot, l'air de rien, donc avec des petits moyens, mais que voilà, on n'est pas du tout dans une économie de cinéma. Quand j'ai commencé à dire à certains producteurs qui m'ont questionné sur le projet comment on avait fait, et quand ils ont connu le nombre de jours de tournage ou comment on s'est débrouillé pour investir Versailles, enfin voilà, bon, tout ça est un peu du miracle, mais c'est un peu le miracle du biopéra dans le sens où finalement, et qu'on retrouve un peu à travers les shifter culture, c'est-à-dire que il y a quand même, on a tendance assez facilement à s'identifier entre gens de bonne volonté, et du coup ça permet de faire naître des projets comme ça lorsque les planètes s'alignent de manière assez facile. Bon, bah, quand ça bloque, bon, bah, voilà, on change de voie et puis on trouve toujours un copain ou une copine qui est pour la décarbonation, et donc ça permet d'ouvrir certaines portes. Donc voilà. Alors concrètement, bon, le récit, je vous en ai parlé brièvement. Donc, Mimi est censée être une IA qui est là pour sauver le monde. Et puis, entre-temps, bon, elle tombe amoureuse et Rodolfo aussi. Et il y a cette idée. Alors, à la fin, c'est un peu ambigu. Je ne veux pas trop spoiler, mais on est un peu dans une réflexion de voilà, est-ce que la solution pour sauver le monde n'est pas plutôt dans l'humanité et que une IA finalement, sa solution, est-ce que ça serait pas de se déconnecter? Voilà, on est un peu de cet ordre-là. Mais bon, ça reste très libre. Tout le monde peut un peu l'interpréter à sa manière, le final, le grand final. Donc voilà, vous le découvrirez à l'occasion. Et donc, à un moment donné, voilà, on a ce personnage qui est un peu le personnage fantasque qu'on pourrait imaginer peut-être le patron d'une grande société américaine futuriste, suivez mon regard, qui présente la solution miracle, voilà, un peu technosolutionniste. Et voilà, c'est un peu des petits clins d'œil comme ça par rapport à ce récit. Et puis ces quatre activistes un peu déçus de la vie, de leur engagement, qui squattent du coup, bien malgré eux, les dessous de Versailles et de ces grandes soirées où le G20 ou le G50, je sais pas combien, ou le G5, je sais pas combien il en restera en 2050, mais se réunit pour ce type de projet. Et concrètement, après, en termes de décarbonation, le projet, je vais essayer de faire pas trop long sur ce sujet-là. Ça fera l'objet d'un rapport qui devrait sortir dans pas longtemps d'ailleurs. Dont le but était un peu c'est pas tellement un rapport qui est destiné à un public comme les shifters ou le monde du cinéma d'ailleurs, mais plus pour le monde de l'opéra et ses tutelles, qui fait une sorte de panorama qui reprend l'empreinte carbone d'un film qui va être, bon voilà, on sait qu'au maximum on est de l'ordre de 300 à 500 tonnes pour une série 1000 tonnes. Bon, un opéra, on va plus parler en kilos par spectateur pour un spectacle, sachant que voilà, en dessous de 10 kilos de CO2 par spectateur, on est plutôt un bon opéra. 30, c'est un peu la moyenne. 50, on commence à être dans le dur. Et puis, il y a des festivals très prestigieux où les gens très internationaux, où là, on va être à 80 kilos par spectateur. Bon, voilà, c'est des bilans carbone
qui vont être un peu costauds. Et en termes de production, un opéra à produire, c'est très variable. C'est comme le cinéma, si on fait un documentaire ou si on fait un grand film ou un court-métrage. C'est très très variable, mais on est plus l'ordre du 100, allez, 150 tonnes, 100 tonnes, voire jusqu'à 200 tonnes, plutôt que du 10 du 10 au 20 tonnes. Voilà. Et donc, le but, nous, c'était d'être le plus décarboné possible. Et donc, ça voulait dire tout ce qui était possible de faire par rapport au casting, avoir des castings très engagés qui venaient tous en train, ou alors il y en a un qui est venu en covoiturage une fois. Et, enfin voilà, des gens plutôt localement. Et puis avec cette idée aussi de dénoncer le dumping social qui a lieu dans le milieu du lyrique, où ça coûte moins cher en termes de. C'est un peu comme le plombier polonais, sans faire d'amalgame, mais il y a ce côté-là un peu de dumping social qui favorise quand même des gros échanges internationaux. Alors, c'est toujours cette idée de s'ouvrir au monde, mais sans lui nuire non plus, de trouver une sorte d'équilibre, au moins 50-50, ça serait déjà pas mal. Et dans certains opéras, on est vraiment de l'ordre 90% des investissements qui sont faits sur les artistes invités, solistes, je parle, qui viennent hors frontières, et seulement 10% du territoire. Donc ça pose vraiment des questions. Bon, après, je ne veux pas rentrer dans le détail. On peut venir en train de Belgique et puis en voiture de l'autre bout de la France. Donc finalement, on est plus carboné. Mais de manière générale, on est quand même un peu dans une idée de dumping social. Puis voilà, de déboucher sur les formations. Donc ça pose vraiment des questions de trouver une sorte de juste milieu dans le recrutement des artistes, qui est parfois fait de manière un peu excessive, parce qu'il y a des restrictions budgétaires, donc ça arrange tout le monde, ça donne un côté rayonnement international, etc. Donc voilà, être un peu vigilant sur ces questions-là. Après, il y a eu la question de l'égalité. Alors là, c'est pareil, je ne veux pas trop détailler, mais au début, on a essayé d'avoir plutôt un casting féminin, que ce soit à la direction de l'orchestre ou à la chorégraphie. Et puis pour des problèmes d'agenda, de disponibilité, bon voilà, on a essayé de faire des offres assez égalitaires, et nous avons un chef d'orchestre, mais une chorégraphe. Enfin, voilà, c'est tous des éléments en fait qui étaient abordés à travers le Biopéra, qui se retrouvent un petit peu dans le processus de direction artistique du projet. Et donc, par exemple, c'était aussi réinventer le processus de création avec tout ce qui était ce qu'on appelle aujourd'hui l'onboarding. Donc, au lieu de répéter sur place, comme le ferait un opéra pendant un mois, 3 semaines, un mois et demi, de faire toute une préparation très en amont, très écrite, en distanciel, pour que sur site, en fait, on soit déjà très très près. Mais ça implique que le temps de travail en amont soit reconnu dans les contrats. Enfin voilà, ça remet des modes de production dans le milieu du lyrique qui sont intéressants en fait. C'est pour ça qu'il y a ce rapport qui sera émis. Mais nous, ça nous a permis concrètement de réduire le temps de répétition d'à peu près sur site de près de 80%. Donc c'est quand même énorme. Et c'est quelque part une grosse partie du bilan carbone. Déjà le temps de résidence, et puis après il y a tout l'aspect scénographique que j'ai abordé tout à l'heure avec les artistes partenaires. Alors une sculptrice, des dessinateurs, dessinatrices, peintres. Vous avez vu le plongeon de Gaëtan Nock, des clins d'œil avec des livres, voilà, de Salomé Saké ou de Jean Covici qui se baladent. En termes de costumes, je suis allé, si vous connaissez The Good Good, voilà, à qui j'ai écrit pour avoir des marques un peu engagées. Donc on a eu voilà, on a été une recommandation avec la marque Bonne Gueule qui essaye de faire bien les choses dans le milieu du stylisme. Et puis aussi un créateur haute couture, Julien Fournier. Ça, c'était très intéressant parce que la mode haute couture, c'est quand même problématique. Eux, ils sont dans une économie vraiment à l'international. Mais je trouvais que c'était intéressant parce qu'à leur échelle, ils essayent de faire des choses avec des tissus justement qui soient des tissus de grande qualité. Donc de les inclure dans un projet comme ça et d'avoir leur regard et puis de recycler en fait. Nous, il n'y a pas un costume, c'est que des prêts en fait. Tout ce que vous voyez à l'image, que ce soit la scénographie, les décors, c'est uniquement des prêts.
ou de la ressourcerie du cinéma, les accessoires, des choses comme ça. Donc c'était très intéressant et donc tous ces gens-là très gentiment nous ont prêté des habits, des objets, des accessoires. Et l'aspect de l'alimentation évidemment, alors là c'est pareil, moi j'ai essayé de pousser pour qu'on ait 100% de végétariens, voire véganes. Mais bon, c'était compliqué par rapport à encore pour certaines équipes. Donc, on a essayé de pousser au maximum jusqu'à 50% avec le directeur de prod d'alimentation végétarienne. Et puis des repas locaux faits à partir voilà, de choses locales. Et puis une frugalité de tournage d'abord économique, mais du coup qui nous permettait aussi d'avoir une frugalité en termes de logistique. Donc voilà, petite équipe, presque tournée sous la forme d'un documentaire et dans un temps très court. Voilà, c'est un petit peu toutes ces données qui nous ont permis de travailler, on va dire, forcément quand on a des équipes réduites ou du matériel réduit, ben, il y a moins d'énergie, etc. Enfin voilà, de travailler sur tous les ordres de grandeur qu'on retrouve et qui font l'essentiel d'un bilan carbone d'un film ou d'un opéra et qui nous a permis de réduire drastiquement le projet. Donc, il n'y a pas de bilan carbone spécifique à ce projet parce qu'on n'avait pas le budget. Moi, j'aurais rêvé d'en faire un, mais on n'avait pas le budget. On était vraiment très très court. Mais voilà, on a travaillé. Il y a quand même une sorte de résumé, de tableau. Et puis ça a été vu par des experts en bilan carbone. Voilà, pour qu'on puisse se prévaloir du fait qu'on a vraiment fait un objet décarboné. Alors, je vois et l'orchestre. Alors l'orchestre, il est là. Et l'orchestre, on l'a enregistré en fait de manière séparée. Donc on a limité son temps de répétition, mais c'est pas tellement significatif. Alors je le spécifie dans le rapport. Évidemment, on n'a pas eu la générale, l'après-générale. Donc on a moins d'impact vis-à-vis de l'orchestre, mais il y a quand même eu le temps de répétition, le temps d'enregistrement. Donc c'est un peu équivalent à ce que ferait un orchestre. Donc c'est pas un poste sur lequel on a beaucoup travaillé, mais la stratégie d'avoir choisi l'orchestre de Versailles, c'est que c'est un orchestre où l'essentiel des musiciens viennent en RER à Versailles quand ils n'habitent pas à Versailles. Donc voilà, quasiment les orchestres parisiens, tout le monde vient avec les transports en commun. Donc voilà, ce qui serait moins le cas avec un orchestre de province. Mais voilà, ça nous a permis de... Mais c'est pas un élément significatif que j'inclus concrètement dans le rapport. J'en parle, mais voilà, ça fait pas partie des gros postes sur lesquels on peut se prévaloir d'avoir fait la révolution, si je puis dire. Voilà. Et puis ce rapport, comme je le disais précédemment, et je vais m'arrêter là, c'est aussi l'occasion de voilà, faire une dizaine de recommandations pour les tutelles, avec peut-être imaginer des nouveaux indicateurs dans le monde de l'opéra, à l'image comme le fait, alors on ne va pas demander, comme le fait le CNC, des bilans carbone à chaque production, parce que alors là, les opéras vont bondir de leur chaise, quoique on pourrait se poser la question, mais je pense que ça serait quand même, en termes de coûts, compliqué. Mais voilà, il y a une dizaine de recommandations qui reprennent parfois des points du biopéra que j'avais évoqués, comme la programmation en collection, qui sont comment produire autrement, mieux diffuser, mieux produire pour réduire notre impact, mais aussi une sorte de haute autorité du lyrique parce qu'il y a des problématiques dans les castings, dans les recrutements, dans voilà, des déséquilibres qu'on peut constater qui mériteraient une attention un peu particulière. Et puis ce pacte un peu d'excellence artistique nationale pour rééquilibrer parfois certaines maisons d'opéra qui font même pas du 50-50. Donc ça pose vraiment des questions de pourquoi on forme les gens dans les conservatoires si derrière il n'y a plus de débouchés pour les filières. Et puis c'est de l'argent, c'est de la subvention publique qui est envoyée dans des territoires. Donc on n'est plus du tout dans un esprit d'économie circulaire. Donc voilà, sans parler que, en plus, la subvention, il faut une subvention pour financer le spectacle, mais une subvention pour financer l'intermittence, parce que les artistes, du coup, du territoire se retrouvent sans travail. Donc, sans tomber dans l'excédent d'un protectionnisme à 100%, mais au moins d'arriver à 50-50, ce qui me semble, voilà, un minimum d'équilibre. Et ça pose la problématique, voilà, d'équité sur les charges, parce que, à cause de ce dumping social, il y a à peu près, engager un artiste qui paye ses impôts en France,
ça va coûter à peu près 25% plus cher. Voilà, et puis d'autres mesures, création de fonds de compensation lyrique. Voilà, on pourrait imaginer par exemple que les moins bons élèves paient pour ceux qui engagent une transition un peu plus rapide, comme ce qui se fait ailleurs. Voilà, faites des propositions comme ça pour essayer d'aider la filière toujours plus. Et puis voilà, imaginer d'autres choses, d'autres projets. Moi, j'avais lancé un appel à l'époque des shifters qui voulaient être figurants sur le film. Alors, on n'a pas eu trop de retours. Hein. C'était en plein été et c'est tombé un peu à l'eau. Mais bon, voilà, j'avais trouvé la démarche assez sympa. Et voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, bonsoir Sébastien, bravo hein, pour ce projet global, parce que vraiment c'est global. Alors moi j'ai une question un peu basique, c'est que je comprends très bien. Vous m'entendez là? Oui, oui, très bien. On t'entend Oui. très bien. Et tu peux même allumer la caméra si tu veux, Jean, mais peut-être que tu peux pas Oh en là fait. là, Oui, formidable. revenez en caméra, c'est bon. Ouais. Venez tous. C'est plus sympa, c'est moins impressionnant pour Sébastien. Merci Attends, les amis. hop, ça marche. Est-ce que ça marche? Ouais. Yes. Voilà. Moi, j'ai une question. Alors, je comprends très bien au niveau de la production, tous les efforts qui sont faits pour pas faire circuler les artistes trop loin, pas faire des répétitions, être très court, etc. Manger bio, enfin voilà, vraiment faire à la modération carbone très forte pour la production. Et je comprends très bien que le film, c'est aussi dans cet esprit, c'est-à-dire que pour éviter de faire venir des gens à l'opéra, si je me trompe pas, c'est le choix d'avoir fait un film, de l'opéra, c'est bien ça? Alors, j'en parle dans le rapport, j'ai pas abordé ce point. Il y a tout un volet, en fait. Il y a une étude assez intéressante de l'ARCOM qui est sortie sur voilà, l'impact de regarder une série ou un film sur son terminal, etc. Moi, je me suis pas trop. Il n'y a pas vraiment cette volonté-là. Comment dire? C'est pas vraiment un film, c'est pas vraiment un opéra, c'est vraiment un film musical. L'aspect du public, on le regarde de chez soi. C'est pas tellement pour se dire on va pas aller à l'opéra. Du coup, parce que à l'opéra on peut y aller de plein de manières. On peut y aller de manière décarbonée. Alors ceux qui sont loin, évidemment, c'est plus compliqué. Mais il y a pas trop cette question-là. Il y a quand même cette idée de la culture doit être quand même aussi euh, dans l'esprit de faire un temps d'humanité ensemble. Moi, j'ai fait plus ce programme quelque part presque pour les novices qui vont jamais à l'opéra. Ceux qui aiment l'opéra vont le regarder parce qu'ils vont être curieux de se dire tiens, la Bohème 2050, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui n'aiment pas l'opéra et qui ça fait peur vont se dire tiens, c'est pas un opéra, ça a l'air sympa et peut-être ça va leur donner envie d'aller à l'opéra. Mais c'est pas tellement la démarche, c'était pas tellement de se dire on va faire un film parce que du coup les gens n'iront pas à l'opéra et ça sera moins carboné. Voilà. Mais après, il y a quand même l'idée de se dire évidemment alors bon, Culture Box et France 5, on espère quand même faire 200 000, 300 000 spectateurs. En termes de bilan carbone, si 300 000 spectateurs, c'est à peu près, je pense que aller un opéra national, c'est à peu près ce qui draine chaque année, sans doute même un peu moins, on doit être à 200 000. Donc c'est sûr qu'en comparaison, la carbonation évitée, elle est énorme. Mais c'était pas l'axe fondamental. Voilà. Je comprends, merci. Et j'ai juste un complément là-dessus, parce que chez nous, enfin chez Shifters, notamment sur le rapport de décarboner la culture, la question de faire venir le public est un poids carboné très important. Hein, la question de faire déplacer les gens. Et donc, une de mes questions, c'est que je trouve très gonflé d'avoir réussi à transformer la Bohème en série Netflix. Je trouve ça très fort, hein, parce que pour arriver à découper la problématique, les champs, etc. autour de ça, c'est vraiment très fort. Mais la difficulté serait l'adaptation des autres œuvres, parce que c'est colossal, j'imagine, de découper une œuvre opératique de 2 heures et demie en une série de 5 épisodes.
C'est quasiment 2 ans de travail. Allez, on va dire vraiment dans le dur, une grosse année vraiment, parce qu'il y a toute une partie recherche de partenariat, développement financier. Bon voilà, mais vraiment l'écriture pure. Bah, après, moi, je vous cache pas que évidemment, j'ai j'ai déjà la suite en tête depuis très longtemps, mais en vérité, on pourrait s'amuser, on pourrait twister un peu comme ça toutes les œuvres de l'opéra. C'est plus de. Là, on a joué un peu. Moi, concrètement dans la Bohème. Alors, il a fallu découper musicalement, être suffisamment Mhm. malin pour que toutes les répliques qui nous posaient problème vis-à-vis du froid, ça a l'air de rien, mais comme là, on part sur le principe qu'il fait chaud, ils passent quand même essentiellement 2 heures de leur temps à dire on a froid, quoi. Donc, il a fallu être très très malin. Et puis le fait que Mimi est une IA quand elle dit qu'elle vit sous les toits, donc voilà, il faut transposer le fait Eh oui. qu'elle va se recharger dans un lieu très spécifique et qui est une chambre blanche. Enfin voilà, il faut figurer tout ça. Mais bon, finalement, c'est pas si compliqué. Moi, j'ai dû changer concrètement, allez, mais bon, les Italiens puristes me le pardonneront ou sinon ils me feront un Oui. procès. Mais j'ai dû changer, allez, concrètement. Je sais pas, une vingtaine de mots dans tout le livret sur plus Pas d'une plus heure que de ça. musique. Pas plus que ça, non. Voilà. Ouais, très Après, fort. c'est vraiment de la découpe au scalpel euh, Mhm. pour que l'intrigue marche. Il y a eu tout un Mhm. débat sur. Moi, j'étais plutôt pour, et le producteur l'a pas gardé. Alors, je vais pas vous spoiler la fin, mais en fait, on s'est rendu compte pendant le film, Mimi devait avoir toute une séquence de révélation et sur la solution justement. Et, Mhm. euh, et bon, ça marchait pas. Il y avait un changement de voix chantée, parlée qui marchait pas bien. Ça marchait pas. Enfin, on l'a pas Mhm. senti, elle l'a pas senti. Et puis finalement, dans le déroulé, mais au moment du tournage, voilà. Donc, il a fallu improviser. Et on a beaucoup improvisé d'ailleurs, aussi pendant le tournage. Mais il y avait cette idée quand même voilà, de faire cette révélation sous forme d'un récit un peu post-film à la fin. Moi, j'étais plutôt pour parce que je trouvais que ça permettait de vraiment conclure l'enjeu 2050 et le réchauffement climatique, etc. Le producteur a été un peu plus mitigé dans le sens où il voulait rester un peu plus confus, que chacun puisse se l'approprier. Mhm. Il avait peur que ça fasse trop moral, en fait. Moi, je trouvais pas. Mais bon, voilà, on a eu un débat là-dessus. Bon, ça fait partie. Si peut-être on le distribue à l'international, peut-être ce sera des choses qu'on rajoutera, voilà, Mhm. pour une diffusion un peu plus. Voilà, moi, je voulais un finish, on va dire, un peu plus engagé. Voilà. Super. Moins, Bravo, vraiment. moins chacun prend ce qu'il veut, quoi. Je voulais un peu plus affirmer les choses de bon, allez, on arrête de faire semblant Tu peux juste redire la date de diffusion? Alors sur Culture Box 22 avril et en suivant après sur France 5, mais j'ai pas la date précise sur France 5, mais bon, je manquerai pas de retransmettre et puis Ouais, il y aura certainement un lien de replay, voilà, peut-être dans une newsletter des shifters, voilà, je ferai passer l'information. excellent. Il y a, excuse-moi, en termes de, je t'avais demandé si ça t'embêtait que on propose à tes co-scénaristes de les inviter sur un rendez-vous pour parler plus précisément de l'écriture. Mais tu en parles déjà beaucoup et super bien, donc effectivement c'est déjà assez complet. Juste, est-ce que c'est spoilé que de répondre à cette question? Je me demandais comment on comprenait le lien avec le réchauffement climatique. Euh, Alors, il y a quand même toute une intro là qui est un peu coupée, qui est vraiment très claire sur des narrateurs. En fait, l'esprit des 4 épisodes, là, on voit une toute petite séquence où il y a les narrateurs qui interviennent. Et en fait, ils interviennent en début de chaque acte. Donc, l'opéra est divisé en 4 épisodes. Et donc, voilà, où on resitue. Et il y a vraiment cet enjeu euh, qui nous ramène à chaque fois en ce début d'acte face à l'enjeu contemporain. Pourquoi Mimi, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle bug, voilà. Et c'est vrai que bon,
ceux qui ne connaissent pas la Bohème, l'opéra La Bohème, ils vont se dire, bon, bah, tiens, dans la Bohème, il fait chaud. Bon, ils vont pas forcément tiquer, mais c'est vrai que ceux qui connaissent l'opéra, où vraiment, littéralement, il neige dans l'ouvrage de La Bohème. Ils regardent par la fenêtre, il neige, tout le monde a froid, on achète des gants, on achète des moufles, on sacrifie une chaise parce qu'on n'a plus rien pour se chauffer. Donc voilà, là, c'est vraiment très très clair pour tous les amoureux de l'opéra, ce côté-là. Après, voilà, on peut pas non plus forcer trop le trait parce que on est quand même coincé en termes d'écriture, mais de changer quelques mots, ça permet de dire, par exemple, de changer une phrase au lieu de dire à l'hiver, l'hiver on est seul, le printemps nous réchauffe. Bon, voilà, juste de dire après l'hiver. Ça sera non, c'est plutôt l'été on étouffe, voilà, juste plutôt au lieu de dire l'été on va refleurir, bon, l'été on étouffe, voilà, c'est changer un mot comme ça qui permet de pendant tous les dialogues de tourner un peu, de contourner l'aspect et puis voilà, il y a tout ce, alors bon, là c'est pas trop spoilé, mais par exemple on le voit pas au début, mais tout au début je dis normalement dans la Bohème c'est vraiment cette cheminée qui est avec le bois qui est dedans qui ne fonctionne pas et qui ne les réchauffe pas. Donc là, ici, c'est une clim qui est vraiment qui tombe en panne et que je regarde et voilà, et je dis et les panneaux solaires qui fonctionnent pas, qu'est-ce qu'ils font sous le soleil, voilà. Donc c'est des petits clins d'œil comme ça qui permet de voilà de. Mais après, mis à part que c'est des ambiances très chaudes à l'image. Voilà, on n'est pas non plus une tartine sur le réchauffement climatique. Pour revenir sur la question des scénaristes, je pense que c'est quand même, ça peut être intéressant de les inviter parce que, outre le fait, bon, ils risquent un peu de se répéter, en fait, de répéter un peu ce que je viens de vous dire sur la Bohème, mais ils font par ailleurs pas mal de choses à côté. C'est des ingénieurs à la base, donc qui essayent de travailler sur les nouveaux récits. Donc, je trouve que ça pourrait être intéressant de les avoir sur des projets. Alors, ils font pas nécessairement des projets toujours engagés, mais voilà, ils sont quand même dans une forme notamment claire qui a gagné pas mal de prix dans des festivals de cinéma, de scénarios, avec des scénarios un peu comme ça futuristes. Peut-être que sur d'autres projets, d'autres récits, ils pourraient compléter un petit peu sans peut-être être focus sur la Bohème pour pas que ça fasse redite. Trop bien. Moi, j'aurais encore une question, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je ne voudrais pas monopoliser. Je suis très intrigué parce que dans la bande-annonce, on n'a pas l'impression d'être tout le temps dans le château de Versailles. Ouais. Mais en fait, on y est tout le temps? On y est tout le temps. Ça, c'est les secrets du. Non, on y est tout le temps. C'était quand j'ai commencé à chercher des partenaires pour enregistrer pour l'orchestre. Versailles s'est positionné assez rapidement et ils étaient assez intéressés. Qui n'est par le projet, par ce qu'il incarnait. Évidemment, dans la balance, il y avait de tourner dans Versailles, donc c'était quand même une opportunité quand on sait que les productions hollywoodiennes mettent des millions sur la table, enfin des millions, je sais pas, mais en tout cas font des gros chèques pour tourner à Versailles. Donc voilà, c'était un luxe dont on ne pouvait pas se priver en termes d'image. Et les endroits un peu bizarres, alors bon, on s'est amusé avec un peu évidemment, mais notamment il y en a un qui est un endroit, je pense qu'on n'a jamais vu à l'image de Versailles. En fait, c'est les anciennes cuisines qui ont été aménagées sous Versailles par Charles de Gaulle, à l'époque où on recevait à Versailles les grands dîners, parce que comme on continue de le faire aujourd'hui avec les dîners d'État, les choses comme ça. Alors plus dans ces cuisines-là qui sont désuètes, mais qui gardent un côté un peu comme ça, un peu figé dans les années 60-70, il y a des vieux interphones où on peut appeler comme ça, comme si on avait un truc un peu comme dans Tintin, là, les vieux trucs de réception, envoyer le plat, envoyer les civets, c'est bon, on est prêt. Donc, une sorte de gros transistors, donc c'est assez rigolo, des vieilles cuisines, des vieux frigos. Et donc, voilà, c'était un endroit idéal pour aller s'amuser. Et on a joué vraiment en fait, on a vraiment tourné l'écriture de faire ces bohémiens qui squattent les sous-sols et qui se baladent la nuit, qui profitent de la fraîcheur des jardins,
ou qui vont grappiller des choses le jour dans les restes de ces grands buffets, on va dire, de ces grandes réceptions, enfin, qui survivent tout simplement et qui survivent dans les dessous, qu'il y ait plusieurs niveaux de narration dans les dessous, forcément, le monde préservé, on va dire, le monde des riches, et puis ceux qui tentent de survivre. Et le chœur qui est dessus, c'est lequel? Alors le chœur, justement, donc j'en parlais, on a comprimé la bohème. Alors le chœur dans la bohème est pas, on va dire, n'est pas un acteur. Si les choristes m'entendent, ils vont sauter au plafond, mais c'est pas un acteur central de l'ouvrage, comme ça pourrait l'être pour d'autres opéras, comme Nabucco de Verdi, où là vraiment c'est un personnage à part entière. Dans la bohème, il est moins central. Donc c'est vrai, dans cette idée un petit peu bon, on va pas se mentir, il y avait quand même cette problématique du temps, de l'argent, mais le titre de la bohème fonctionnait bien par rapport au récit et aussi dans cette idée là par rapport à la contrainte multiple, c'était moins problématique de couper les parties de chœur ou en tout cas de les adapter, de les transformer harmoniquement. Donc il n'y a pas de chœur, voilà. On est vraiment sur les thèmes des personnages principaux. Et on se joue du moment où les chœurs sont censés chanter, justement pour faire... bon, on voit quelques images, donc je peux le dire, mais voilà, il y a cette grande soirée qui pourrait être le G20 de 2050, où ce fantasque inventeur fou propose cette... intelligence artificielle incarnée par Mimi pour sauver le monde. Voilà, et avec, on va dire, son épouse ou sa femme du moment qui l'accompagne. Voilà, et donc on retrouve un petit peu l'esprit de la bohème, les narrations, les rapports des personnages avec le monde des riches, comme on peut l'avoir dans la bohème, et le monde des pauvres qui se regardent. Et puis, cette femme qui était... alors, Musetta, là, je parle de la deuxième personnage féminin, qui était autrefois avec un des artistes qui finalement est parti du côté alors obscur, je sais pas, mais technosolutionniste, et puis qui finalement décidera de revenir parmi les artistes un peu plus tard. Donc voilà, on retrouve finalement dans un futur proche cette bohème qui continue de nous parler aujourd'hui. On va voir la bohème et même si on l'a fait dans les décors ou dans un vieux Paris de la fin du 19e, nous parle toujours parce que en fait, c'est un récit qui est vraiment intemporel, qui continue de l'être aujourd'hui, mais qui l'est aussi en 2050, quand on a des gens qui veulent aller sur Mars ou qui veulent résoudre le problème du carbone. En fait, ça marche tout le temps. Voilà. Je me demandais au niveau de la prise de son, du coup, ça a l'air incroyable, ce son. C'est notamment lié aux lieux dans lesquels ça a été chopé. Vous avez joué sur la résonance, ça a été rajouté après en post-prod. Alors ça, c'était vraiment... moi, ce qui m'a donné l'envie de faire un film, j'avais envie de faire un film d'opéra depuis très longtemps. J'avais participé... alors, à l'époque, c'était grandiloquent, c'était des films en direct dans les lieux, c'était la RAI qui produisait ça. Et moi, j'avais participé donc à un film de Rigoletto avec le réalisateur était Marco Bellocchio pour les fans de cinéma qui connaissent, qui a été primé à Cannes. Voilà, donc il réalisait ce film d'opéra en direct. Mais là, c'est pas du tout la Bohème 2050. Hein. Là, c'est 3 millions de budget, un orchestre en direct, liaison satellitaire, 4 camions de régie, un orchestre live. Enfin voilà, c'est un tout autre. Alors à l'époque, on disait en mondiovisio. Aujourd'hui, on dit en streaming. Mais voilà, sur toutes les chaînes un peu planétaires. Donc voilà, c'était un gros événement. Et c'est vrai que moi, je travaillais sur ce projet. J'étais doublure. Je débutais dans ma carrière. J'étais doublure du ténor. Et donc, ça m'a permis de voir tout ce qui était possible de faire en termes de son, les problématiques que ça posait. Mais je savais à peu près ce qui était possible et là où on allait gagner, économiser du bilan carbone, surtout du temps de travail
et sans dénaturer le projet, parce que je voulais garder cet esprit de direct. Et c'était une vraie question, un vrai challenge pour l'ingénieur du son qui s'est arraché les cheveux, qui la veille du tournage me disait ça va jamais marcher, et je lui ai dit si, ne t'inquiète pas, ça va marcher. Mais c'est vrai que entre le moment où on a enregistré l'orchestre, en fait l'orchestre est vraiment, on chante sur la bande de l'orchestre, mais ça c'est deux moments séparés. Et le moment où on chante sur la bande, je pense que j'étais à peu près le seul à croire à la faisabilité du projet. Même les sons me disaient ça marchera jamais. Et en fait, ça a marché. Donc les micros sont planqués, on les voit pas. Et ça a été vraiment des grosses négociations parce que voilà, il y avait non, il faut qu'on voit le micro parce que le son va pas être bon, etc. Mais bon, voilà, moi, en tant que DA sur ce projet, j'ai vraiment pas lâché. Ça faisait partie des il n'y avait pas de perche. Alors, il y a une perche qui est cachée, enfin, évidemment qu'on ne voit pas, mais finalement, qui n'a pas trop servi, parce que j'ai participé au montage son et au mixage son, qui finalement n'a pas énormément servi. C'est vraiment les micros qui sont planqués sur nous, qui ont fait l'essentiel, qui font l'essentiel du son. Alors oui, il y a des lieux qui nous aident, mais il y a pas la moitié des lieux, mais un bon tiers qui ne nous a pas du tout aidé. À un moment donné, on chante en plein air sur un grand escalier ou dans la petite chambre. Quand je chante dans la petite chambre, c'est une acoustique qui n'est pas facile. Enfin voilà. Ouais, il y a eu un gros travail de l'ingénieur du son. Je savais qu'il en serait capable. Lui, il en a douté à un moment donné, mais voilà, je savais qu'il réussirait ce challenge. Et c'est vrai que c'est ça qui fait la force du film, c'est-à-dire que on est vraiment, on chante en direct, on sent vraiment la performance physique quand il y a un aigu. Et ça, voilà, c'est super. Enfin, en tout cas, il y a eu, à l'époque où les scénaristes sont rentrés dans le projet, il y a eu toute cette question de on va faire des doublures, des choses comme ça, mais moi, c'était vraiment hors de question, quoi. Enfin, ça faisait partie du cahier des charges pour moi, voilà, pour lesquels il fallait pas lâcher. En fait, ça veut dire que vous diffusiez un son que le preneur de son n'entendait pas et vous chantiez dessus, c'est ça? Non, tout le monde entend. Le son. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout un travail. Voilà. Bon, je ne veux pas rentrer dans un peu les arrangements c'est assez complexe, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de bande son très faible, suffisamment éloignée des micros qu'on réincruste après plus tard de manière de meilleure qualité et qui vient effacer un peu l'ancienne, si je puis dire, et tout en préservant la voix. C'est hyper chaud pour le chanteur parce que faut qu'il envoie le débit qui va, mais en essayant d'entendre encore la tonalité, l'orchestre, le rythme et tout. Non, mais c'était très très chaud. Non, mais c'est pour ça que ça leur a demandé de la préparation. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce travail en amont. Et puis que j'ai pris des chanteurs aussi. Ça, c'est un peu je m'envoie des fleurs de ce côté-là parce que j'ai pris des chanteurs qui, je savais, pourraient maîtriser cet exercice. Voilà, de constance, de régularité. D'être capable de suivre. Non, mais quand je dis que vraiment littéralement, tout le monde se disait on va pas réussir, moi j'aurais dit si, je vous assure, j'ai déjà fait, parce que en fait j'avais déjà fait pendant les répétitions ce système à la raille. Nous, avec ce film avec Marco Bellocchio, l'orchestre jouait certes en direct, mais nous on était dans les décors réels, on avait un retour de l'orchestre. Alors on voyait le chef dans des petits écrans, mais on ne pouvait pas regarder l'écran, quoi. On était dans notre jeu et je savais que ça marchait, je savais que ça allait marcher. Et ça a marché. C'est fou, hein. Bravo. Bravo. Non, mais c'était très très chaud, hein. On va pas se mentir, hein. Tout le monde tremblait quand même. Ah, c'est génial. Vraiment génial, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que c'est bien si on n'arrive à pas dépasser l'heure pour les replays. Donc, je crois qu'on est bon. Franchement, un grand merci, Sébastien. Mais avec plaisir, merci pour l'invitation.
C'était passionnant. Bravo Sébastien, c'est une super initiative, vraiment géniale. Bravo. On a hâte de le Merci goûter. beaucoup. Bravo. À deux, Ah ouais, ça ouais, marche. ouais, ouais, j'ai Ouais, on vraiment. a hâte Allez, de je voir. communique.